Ma fille et moi avons sauté les courses juste pour nous offrir un cadeau pour le Noël familial. Ma sœur riche l'a pris et a dit voilà à quoi ressemble la pauvreté. Tout le monde a ri. Ma mère a ri le plus fort. Ma fille n'a rien dit, elle est juste partie. Des heures plus tard. Ma fille et moi avons sauté les courses pendant 2 semaines juste pour pouvoir nous offrir un cadeau pour l'échange de Noël familial. Elle l'a emballé elle-même avec du ruban adhésif qu'elle avait gardé de ses fournitures scolaires et l'a porté dans le salon de ma sœur comme s'il était en verre. Ses mains tremblaient quand elle l'a déposé sous le sapin. Ma sœur l'a ramassé, l'a retourné une fois, et a dit à voix haute à toute la pièce. Eh bien, voilà à quoi ressemble la pauvreté, tout le monde. Tout le monde a ri. Le rire de ma mère a résonné au-dessus de tous les autres. Ma fille n'a pas pleuré. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste fait demi-tour et a quitté la pièce sans un seul mot. Cette nuit-là, après l'avoir bordée dans son lit dans le petit appartement que nous pouvions à peine nous permettre, j'ai trouvé le premier morceau de papier qui allait tout changer. Et cela n'avait rien à voir avec un cadeau de Noël. Je m'appelle Zora Whitlock, et pendant 6 ans, il n'y avait que moi et ma fille, Yunia. Je veux vous dire honnêtement à quoi ressemblait notre vie parce que je pense que les gens qui ne l'ont jamais vécu imaginent la pauvreté comme quelque chose de dramatique, quelque chose que l'on voit venir à des kilomètres. Ce n'est pas le cas. C'est silencieux. C'est un coupon plié dans un portefeuille. C'est baisser le thermostat de 2 degrés et dire à votre fille que c'est un temps idéal pour un pull confortable. C'est apprendre exactement quelle épicerie baisse le prix du pain le mardi soir. Yunia avait 8 ans ce Noël-là et elle comprenait mieux notre budget que la plupart des adultes ne comprennent le leur. Elle ne me demandait jamais rien. C'était la partie qui me brisait le plus le cœur. Pas que nous n'avions pas d'argent, mais qu'elle avait appris à 8 ans à ne pas demander. Son père, Grady, avait été un homme bon autrefois. Nous nous sommes mariés jeunes, et pendant les premières années, tout allait bien. Il travaillait dans la construction. Je travaillais comme serveuse dans un dîner près de la route 9. Et à nous deux, nous nous en sortions. Puis il est tombé d'un échafaudage sur un chantier et s'est brisé 3 vertèbres. L'assurance de l'entreprise a à peine couvert l'opération, mais pas l'année de convalescence qui a suivi. Pas la thérapie, pas le lent retour à la capacité de se tenir droit. Grady n'a pas bien géré la situation. Je ne dis plus cela avec colère. Je le dis parce que c'est vrai. L'homme qui ne pouvait plus travailler est devenu quelqu'un qui ne pouvait plus se regarder dans le miroir et finalement quelqu'un qui ne pouvait plus nous regarder non plus. Il est parti 2 ans après l'accident. Pas de façon dramatique. Il a juste fait un sac un après-midi pendant que Yunia était à l'école et m'a dit qu'il avait besoin d'espace pour se retrouver. Je ne l'ai pas revu depuis, à l'exception de 2 cartes d'anniversaire arrivées avec 1 an de retard. Alors, c'est devenu moi et Yunia contre le monde. Et la plupart du temps, le monde signifiait simplement le loyer, les courses, et mes doubles services au dîner, plus le travail de femme de ménage que j'avais pris les week-ends dans un motel en périphérie de la ville. Notre routine avait un rythme que les étrangers ne voyaient jamais. Je me réveillais à 5 heures pour arriver au dîner à 6 heures, je déposais Yunia à l'école moi-même car nous ne pouvions pas payer les frais de bus depuis des mois, et je prenais mon 2e emploi au motel les week-ends pendant qu'une voisine la gardait pour quelques dollars de l'heure. Yunia préparait ses propres déjeuners à l'âge de 7 ans. En partie parce qu'elle aimait le faire, mais en partie, je pense, parce qu'elle comprenait sans qu'on le lui dise que cela me faisait gagner un temps que je n'avais pas. C'était une enfant brillante. Son enseignante de 3e année m'a un jour prise à part pour me dire que Yunia avait été admise au programme pour surdoués et m'a demandé gentiment si nous avions accès à des livres à la maison. Nous n'en avions pas beaucoup, mais j'ai commencé à l'emmener à la bibliothèque un vendredi sur 2 après cela, et c'est devenu l'une des rares choses de notre semaine qui ne coûtait rien et lui donnait tout. Ma famille ne facilitait pas les choses. Je viens d'une famille avec exactement 2 filles, moi et ma sœur cadette, Jit. En grandissant, Jit était l'enfant prodige dans tous les sens du terme. Elle était meilleure à l'école, meilleure pour faire rire notre mère, meilleure en quelque sorte pour être exactement le genre de fille que ma mère voulait. J'aimais ma sœur. Je veux être clair à ce sujet. Pendant longtemps, je l'ai aimée sans complication. La façon dont on aime quelqu'un avant de comprendre la forme de l'espace que l'on occupe dans sa vie. Jit a fait un bon mariage, un homme nommé Preston, qui dirigeait une chaîne de studios de fitness de luxe dans 3 comtés. Et au moment de la naissance de Yunia, ma sœur vivait dans une maison avec une allée circulaire et sa propre femme de ménage.
Ma mère a emménagé avec eux 2 ans après le décès de mon père. Et à partir de ce moment-là, nos réunions de famille avaient une géographie très particulière. La maison de gîte était le soleil. Tous les autres gravitaient autour. J'étais invité aux fêtes. Je veux le dire clairement parce que je sais comment cela peut paraître. Je n'ai jamais été non invité, jamais effacé. J'étais incluse de la même manière que l'on inclut une chaise qui ne correspond pas tout à fait à l'ensemble de la salle à manger. Présente, utile pour le décompte, mais n'appartenant jamais vraiment. Ma mère avait l'habitude de me poser des questions devant tout le monde qu'elle ne me posait jamais en privé. Toujours au dîner, Zora. Toujours dans cet appartement de la rue Delfort? Toujours avec un petit sourire, comme si elle jouait l'inquiétude pour un public. Je me disais qu'elle était bien intentionnée. Je me suis dit cela pendant des années. L'échange de Noël était une tradition dans notre famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Chaque année, chaque foyer tirait un nom et chaque année, ma mère indiquait très clairement que la présentation comptait autant que le cadeau lui-même. Elle commentait le papier cadeau. Elle commentait les rubans. C'était, je le comprends maintenant, une autre scène silencieuse sur laquelle elle pouvait se produire. Cette année-là, Yunia a tiré le nom de son cousin, le plus jeune de Git et Preston, un garçon nommé Holdan, qui possédait déjà plus de jouets que je n'en avais eu dans toute mon enfance. J'ai regardé ma fille se tourmenter pendant près de 2 semaines pour savoir quoi lui offrir, feuilletant le seul catalogue de jouets qu'elle avait encore de la foire du livre de son école. Entourant des choses au crayon puis les effaçant quand elle se souvenait que nous ne pouvions pas nous le permettre. L'argent était plus serré que d'habitude ce mois de décembre. Le motel avait réduit mes heures à l'approche des vacances, et ma voiture avait besoin d'une réparation que je ne cessais de reporter parce que je ne pouvais pas reporter le loyer. J'ai fait le calcul plus de fois que je ne voulais l'admettre, et la réponse ne changeait jamais. Si nous faisions les courses comme d'habitude, il n'y aurait pas de cadeau. Si nous achetions le cadeau, nous mangerions différemment pendant quelques semaines. Plus de riz, plus d'œufs, moins de tout le reste. Je n'ai pas dit à Yunia que nous faisions ce compromis. J'ai pris la décision moi-même. Silencieusement, comme on prend des décisions quand on est le seul adulte dans la pièce. Nous sommes allés au magasin ensemble et elle a choisi un kit de maquette d'avion pour Holdan, le genre que l'on construit soi-même avec de minuscules pièces en plastique et un petit tube de colle. Il coûtait $18. Elle le tenait comme si c'était l'objet le plus important du monde parce que pour elle, il l'était. Elle l'a emballé elle-même à notre table de cuisine 2 nuits avant Noël, en utilisant du papier cadeau que j'avais gardé de l'année précédente, soigneusement retourné pour que les plis de l'emballage précédent ne se voient pas. Elle a utilisé du ruban adhésif de sa trousse d'école parce que nous n'avions plus de ruban adhésif normal. Elle a écrit le nom de Holdan dessus avec sa plus belle écriture, comme on le lui avait appris à l'école, avec un petit cœur sur le point du i. Je me souviens l'avoir regardé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine et avoir ressenti quelque chose dans ma poitrine qui était à la fois de la fierté et du chagrin. De la fierté parce qu'elle se souciait tellement d'offrir quelque chose de joli à quelqu'un d'autre. Du chagrin parce que je savais déjà comment la pièce allait le recevoir. Nous sommes arrivés chez Git la veille de Noël. L'allée était déjà bordée de voitures plus belles que tout ce que j'avais jamais possédé. À l'intérieur, le sapin atteignait presque le plafond, décoré professionnellement en or et blanc, avec des cadeaux empilés en dessous dans du papier cadeau assorti que Git commandait chaque année à une papeterie de luxe. Yunia a apporté son cadeau à 2 mains. Je l'ai regardé hésiter au bord du salon, observant tous ces paquets brillants et assortis avant de trouver une place près de l'arrière du sapin et de déposer le sien aussi doucement que possible, comme si elle avait peur qu'il n'ait pas sa place là. Nous avons ouvert les cadeaux 1 heure plus tard, en faisant le tour de la pièce par âge, du plus jeune au plus âgé. Quand ce fut le tour de Holdan, il a déchiré le cadeau de Yunia avec assez d'enthousiasme. Les enfants ne voient pas le papier cadeau comme les adultes. Mais Git s'est penchée avant même qu'il n'ait complètement ouvert la boîte. Elle l'a retourné dans ses mains, observant le ruban adhésif dépareillé, les coins légèrement froissés, le papier recyclé, puis elle l'a dit, assez fort pour toute la pièce, eh bien, voilà à quoi ressemble la pauvreté, tout le monde. Je veux que vous compreniez le son de cette pièce dans la demi-seconde qui a suivi. Ce n'était pas un silence choqué. C'était des rires. Rapides, faciles. Le genre de rire qui vous dit qu'un commentaire a atterri exactement là où il était visé. Ma mère a ri plus fort que n'importe qui. Elle a même essuyé une larme au coin de son œil, gloussant encore, et a dit quelque chose sur le fait qu'elle avait toujours admiré la créativité née de la nécessité.
J'ai regardé Yunia, ma fille, 8 ans, debout au milieu d'une pièce remplie d'adultes qui riaient du cadeau qu'elle avait fabriqué de ses propres mains avec 18 $ et 2 semaines de courses sautées. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit un mot pour sa propre défense. Elle a juste fait demi-tour, est passée devant nous tous et a quitté la pièce. Personne ne l'a arrêtée. Personne d'autre que moi ne semblait même avoir remarqué qu'elle était partie. Je l'ai trouvée 20 minutes plus tard assise dans les escaliers devant la salle de bain, les genoux remontés contre sa poitrine. « Ça va, mon bébé ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Quand elle l'a finalement fait, sa voix était ferme d'une manière qui m'a plus déconcerté que ne l'auraient fait des larmes. « Pourquoi pense-t-il que nous sommes drôles, maman ?» Je n'avais pas de bonne réponse à lui donner. Je n'en ai toujours pas. Pas vraiment. Je lui ai dit quelque chose sur le fait que certaines personnes confondent la cruauté avec l'humour parce que cela leur donne l'impression d'être plus grandes qu'elles ne le sont en réalité, et elle a hoché la tête comme si elle le comprenait mieux que moi. Nous sommes partis peu de temps après, en prétextant qu'elle était fatiguée. Personne n'a insisté pour que nous restions. Cette nuit-là, de retour dans notre appartement, j'ai bordé Yunia et je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ce qui a pris plus de temps que d'habitude. Quand je suis finalement allé dans ma propre chambre, je ne pouvais pas dormir non plus. Je me suis assise au petit bureau dans le coin de ma chambre, et mes yeux se sont posés sur une vieille boîte à chaussures poussée dans le coin arrière de mon placard, celle contenant ce qui restait des papiers de mon père. J'avais l'intention de les trier correctement depuis près de 2 ans, depuis que j'avais déménagé et que je les avais rangés sans vraiment regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Je n'arrêtais pas de le remettre à plus tard. Une partie de moi, je pense, n'était pas prête à s'asseoir avec le peu de lui qui restait dans une boîte en carton. Mais quelque chose à propos de cette nuit, le fait de voir ma fille se faire ridiculiser et de ne rien pouvoir faire pour l'arrêter, m'a finalement poussé à la descendre et à l'ouvrir. Mon père n'avait jamais été riche, mais il ne s'était jamais moqué de moi non plus. Il avait travaillé 31 ans comme machiniste et avait l'habitude, je m'en souvenais, de parler de mettre quelque chose de côté pour moi et Gîte chaque fois que le sujet de notre avenir était abordé, bien qu'il n'ait jamais été précis sur ce que cela signifiait. Il avait également vendu une petite propriété locative qu'il avait héritée de son propre père quelques années avant son décès, quelque chose dont je ne me souvenais qu'à moitié à l'époque, distraite comme je l'étais par l'accident de Grady et tout ce qui en a découlé. Je n'ai jamais pensé une seule fois à demander ce qu'il était advenu de cet argent par la suite. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il y avait une suite à demander. Enfoui près du fond de la boîte, sous de vieilles photographies et une pile de coupons périmés qu'il avait apparemment gardés par habitude, j'ai trouvé une lettre pliée d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Elle était datée de près de 5 ans plus tôt, quelques mois avant son décès. Elle faisait référence à quelque chose appelé une distribution résiduelle liée à une fiducie établie au nom de Gîte et de moi. Je n'avais jamais entendu parler d'une quelconque fiducie. Pas une seule fois en 4 ans depuis sa mort, personne ne l'avait mentionné. Je suis resté assise avec cette lettre pendant un long moment avant de finalement la remettre dans la boîte et d'aller me coucher. Je me suis dit que ce n'était probablement rien, une vieille police d'assurance qui avait déjà été réglée, une formalité qui n'avait plus d'importance. Mais quelque chose à propos de la date et du silence total qui l'entourait depuis me dérangeait au plus profond de moi d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait ignorer. Je n'ai rien fait à propos de la lettre pendant près de 3 semaines. Entre le travail et l'emploi du temps scolaire de Yunia, j'avais à peine le temps de réfléchir, et encore moins de percer un mystère vieux de 5 ans. Mais il refaisait surface dans les moments de calme, pendant que je pliais le linge, pendant que je rentrais à la maison après un double service, pendant que je regardais Yunia faire ses devoirs à notre table de cuisine. Finalement, j'ai appelé l'ancien cabinet d'avocat de mon père, le nom imprimé en haut de cette lettre. La réceptionniste m'a dit que l'avocat d'origine avait pris sa retraite, mais qu'une collègue, une femme nommée Tabitha Reyes, avait repris ses dossiers restants et pouvait me parler. Tabitha m'a rencontré pendant sa pause déjeuner dans un café près de son bureau, car je ne pouvais pas me permettre de prendre un congé pour une consultation officielle. Elle a consulté ce qu'elle a pu trouver dans les dossiers du cabinet et a confirmé ce que la lettre laissait entendre. Mon père avait, en fait, établi une fiducie plusieurs années avant sa mort, destinée à être partagée à parts égales entre Gîte et moi à son décès, destinée à aider à financer des choses comme la future éducation de Yunia, et franchement, destinée à me donner une sorte de filet de sécurité compte tenu de la tournure des événements avec Grady. Selon les derniers dossiers du cabinet, cette fiducie n'avait jamais été officiellement clôturée. Elle était simplement restée silencieuse.
Qui se serait occupé de la distribution? Lui ai-je demandé. Tabitha a vérifié à nouveau le dossier. Votre mère était désignée comme fiduciaire, a-t-elle dit. Elle aurait été responsable de la gestion et finalement de la distribution des fonds à vous deux. Je me souviens d'être assise dans ce café avec l'impression que le sol s'était légèrement incliné sous ma chaise. Ma mère n'avait jamais mentionné de fiducie. Ni à l'enterrement, ni dans les années qui ont suivi. Pas pendant une seule de ces fêtes où elle m'avait demandé, en souriant, si j'étais toujours au dîner. Tabitha a proposé de m'aider à enquêter davantage, bénévolement au début, principalement parce qu'elle a admis plus tard être une pure incrédulité face à ce qu'elle découvrait. Au cours du mois suivant, en travaillant avec un expert comptable judiciaire qu'elle a fait intervenir, une image plus claire a commencé à se dessiner. La fiducie avait, en fait, été distribuée, mais pas comme elle aurait dû l'être. Environ 210 000 $ avaient été retirés du compte de la fiducie au fil des ans depuis le décès de mon père, acheminés par tranches vers un compte lié à l'entreprise de studio de fitness de Gîtes et Preston. Classé dans les rares dossiers de la fiducie comme distributions administratives et versements de soutien familial. Ma mère avait approuvé chaque virement en tant que fiduciaire. Mon nom n'apparaissait pas une seule fois. Pas un seul dollar ne m'était jamais parvenu. Je suis resté assise avec ce chiffre pendant un long moment. 210 000 $. Assez pour avoir couvert les vêtements d'école de Yunia sans y penser à deux fois. Assez pour avoir fait réparer ma voiture la première fois qu'elle est tombée en panne, pas la troisième. Assez, très probablement, pour nous avoir empêchés, Grady et moi, de nous désintégrer comme nous l'avons fait, si c'était arrivé au bon moment. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces semaines à la manière dont ma mère avait dû se le justifier, car elle n'a jamais été une femme qui se considérait comme malhonnête. Je ne pense pas qu'elle ait jamais considéré cela comme un vol. Je pense qu'elle s'était convaincue, un virement à la fois, que Gîtes avait davantage besoin de l'argent parce que Gîtes construisait quelque chose, une entreprise, une plus grande maison, une vie qui, de l'extérieur, semblait nécessiter un investissement. Et moi, je ne faisais que survivre. Dans l'esprit de ma mère, la survie n'avait pas besoin de financement. C'était juste quelque chose que je faisais tranquillement en arrière-plan pendant que la vie de Gîtes était celle qui valait la peine d'être financée. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais assise une seule fois pour décider de me prendre quelque chose exprès. Je pense qu'elle a simplement décidé, encore et encore, que je ne comptais pas comme quelqu'un à qui il valait la peine de donner quoi que ce soit. Et pendant tout ce temps, alors que je sautais les courses pour m'offrir un kit de maquette d'avion à 18 $, ma sœur vivait de l'argent même qui aurait dû nous appartenir à parts égales. Tabitha a été prudente avec moi pendant tout ce processus. Elle m'a rappelé plus d'une fois qu'avoir un soupçon et avoir des preuves suffisamment solides pour agir étaient deux choses très différentes et que nous devions être minutieux avant que je ne dise un seul mot à ma famille. Au cours des 2 mois suivants, la situation n'a fait que devenir plus accablante. L'expert comptable judiciaire a retracé un schéma constant, des fonds passant du compte de la fiducie au compte d'exploitation des studios de fitness environ 2 fois par an, toujours opportunément au moment de la saison des impôts et des expansions des studios de Gîtes. Il y avait une piste particulièrement claire de l'année où Gîtes et Preston ont ouvert leur 3e emplacement, une somme suffisamment importante pour ne pas pouvoir être expliquée comme une coïncidence. Il y avait aussi, enfoui dans les propres documents de la fiducie, une lettre initiale que mon père avait apparemment envoyée à ma mère des années avant sa mort, que Tabitha a trouvée dans la correspondance archivée du cabinet. Dans cette lettre, il déclarait explicitement son souhait que la fiducie soit partagée à parts égales entre mes 2 filles sans exception, et notait spécifiquement son inquiétude que Zora ne soit pas laissée pour compte en raison de sa situation. Il l'avait vu venir. Même avant son décès, il s'était inquiété de cette situation précise. Lire cette lettre pour la première fois a défait quelque chose en moi que j'avais maintenu ensemble pendant des années. J'ai pleuré dans le bureau de Tabitha d'une manière que je ne m'étais pas autorisé à pleurer devant qui que ce soit depuis le départ de Grady. Pas seulement à cause de l'argent, bien que l'argent soit stupéfiant. J'ai pleuré parce que mon père avait essayé, à sa manière discrète, de me protéger de ce résultat exact, et les personnes les plus proches de moi avaient ignoré ses souhaits pendant des années sans même une conversation. Tabitha m'a finalement conseillé que nous avions suffisamment de documentation pour procéder formellement. D'abord, avec une lettre de mise en demeure à ma mère et à ma sœur exposant le manquement à l'obligation fiduciaire et, si cela ne résolvait pas les choses de manière appropriée, avec une plainte civile devant le tribunal des successions. Je veux être honnête sur la peur que j'ai eue en envoyant cette lettre. Une petite partie fatiguée de moi espérait encore que ma mère la lirait et s'excuserait simplement,
qu'il y avait peut-être eu un malentendu innocent que je n'avais pas pris en compte. Je sais maintenant à quel point cet espoir était naïf. La lettre de mise en demeure a été envoyée un mardi de début mars. Le jeudi suivant, ma mère m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Elle n'a pas demandé comment j'allais ni comment allait Yunia à l'école. Elle a demandé, d'une voix plus tendue que je ne l'avais jamais entendue, pourquoi j'essayais de déchirer cette famille pour de l'argent. Je lui ai dit, aussi calmement que possible, que ce n'était pas moi qui avais pris de l'argent qui m'appartenait et qui avait passé 7 ans à prétendre qu'il n'existait pas. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle a raccroché peu de temps après, et je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant près de 3 semaines. La réponse de Jit est venue par l'intermédiaire de son propre avocat plutôt que directement à moi, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le sérieux avec lequel il prenait l'affaire. La lettre de son avocat offrait un règlement partiel, une fraction du montant réel, présenté comme un geste de bonne volonté pour préserver les relations familiales. Tabitha et moi avons toutes deux convenu que ce n'était pas du tout acceptable, et nous avons procédé au dépôt de la plainte civile devant le tribunal des successions le même mois. La nouvelle s'est apparemment répandue dans le reste de la famille plus vite que je ne l'avais prévu. Ma tante, la sœur cadette de ma mère, m'a contacté directement, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, pour dire qu'elle avait longtemps soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la gestion de la fiducie, mais qu'elle n'avait jamais eu de preuve ou de qualité pour dire quoi que ce soit. Elle est devenue, de manière inattendue, l'un des rares parents à m'avoir parlé avec autre chose que du jugement tout au long du processus. D'autres parents ont été moins aimables à ce sujet. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message suggérant que je lavais mon linge sale en public en impliquant des avocats au lieu de gérer ça en famille. Gérer ça en famille était exactement ce qui nous avait amenés, Yunia et moi, là où nous en étions. Et je n'ai pas répondu à ce message ni aux 2 autres qui l'ont fait l'écho dans les semaines qui ont suivi. Au milieu de tout cela, Grady a refait surface, appelant de nulle part pour demander si Yunia allait bien, car il avait entendu par un ami commun que je traversais une épreuve. C'était notre première vraie conversation en plus de 3 ans. Quand je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé, il est resté silencieux un long moment et a dit qu'il était désolé, simplement, sans excuse. Je l'ai laissé commencer à appeler Yunia toutes les 2 semaines après cela. Non pas parce que j'avais oublié comment les choses s'étaient terminées, mais parce qu'elle méritait d'avoir la chance de décider en grandissant quel genre de relation elle voulait avec son père. J'ai gardé mes propres attentes basses et mes limites claires, et l'arrangement a été plus stable que je ne l'avais prévu. L'affaire a progressé lentement, comme c'est souvent le cas. Le tribunal des successions n'est pas rapide, et l'avocat de Jit s'est battu à chaque étape, demandant des délais, contestant les chiffres comptables, arguant que certaines des distributions avaient techniquement été des prêts plutôt que des dons. Bien qu'aucun document de prêt n'existe nulle part dans les dossiers de la fiducie. Cela a pris la meilleure partie d'une année. Pendant ce temps, l'entreprise de studio de fitness de Jit, qui avait toujours semblé beaucoup plus prospère de l'extérieur qu'elle ne l'était apparemment sur le papier, a commencé à montrer des fissures. L'expertise comptable utilisée dans mon cas est devenue une partie du dossier public du tribunal, et les nouvelles voyagent vite dans une petite communauté d'affaires. 2 de ces studios ont discrètement fermé dans les 8 mois suivant la publicité de l'affaire. Preston, j'ai appris plus tard, a déménagé de leur maison peu de temps après. Que ce soit à cause de l'argent ou simplement de la pression croissante, je ne l'ai jamais su avec certitude, et honnêtement, j'ai aussi cessé de m'en soucier. J'ai assisté à 2 audiences en personne avant que la décision finale ne soit rendue. La première n'était guère plus que procédurale, les 2 parties présentant leurs arguments initiaux pendant que le juge fixait un calendrier pour la communication des pièces. La seconde, des mois plus tard, a été plus difficile. Jit a témoigné pendant près de 40 minutes. Au début, elle s'en est tenue au même langage que son avocat avait utilisé dans la lettre de règlement, soutien familial informel, distribution avec consentement implicite. Des phrases clairement construites pour faire passer 7 ans de transfert discret pour quelque chose de chaleureux et mutuel au lieu de ce qu'ils étaient. Mais lors du contre-interrogatoire, lorsque Tabitha l'a pressé sur la raison pour laquelle rien ne m'avait jamais été divulgué directement, quelque chose dans son sang-froid a vacillé. Elle a dit, presque sèchement, qu'elle avait toujours supposé que je n'aurais pas su quoi faire avec ce genre d'argent de toute façon. Elle a dit que j'avais toujours été celle qui avait des difficultés, impliquant sans le dire tout à fait que les difficultés étaient une condition permanente plutôt qu'une circonstance, quelque chose de plus proche d'un trait de personnalité que d'une série de coups du sort. Elle a suggéré à un moment donné que si j'avais vraiment eu besoin de l'argent, j'aurais dû le demander directement au lieu d'attendre de l'apprendre des années plus tard,
comme si toute la structure d'une fiducie n'était pas spécifiquement conçue pour que je n'aie à demander rien à personne. Je me souviens être resté assise très immobile pendant qu'elle disait tout cela, regardant ma sœur expliquer sous serment pourquoi les années que j'avais passées à sauter les courses ne lui étaient tout simplement jamais apparues comme quelque chose auquel elle contribuait. C'était la chose la plus proche d'une réponse honnête que j'ai jamais obtenue d'elle, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle avait pu me regarder de l'autre côté d'une table de Noël et brandir le cadeau de ma fille comme elle l'avait fait. Ma mère, quand ce fut son tour, a passé la majeure partie de son témoignage à insister sur le fait qu'elle avait toujours eu l'intention de tout arranger un jour, une phrase que le juge lui a demandé de clarifier à 2 reprises. Car rien dans les dossiers de la fiducie ne montrait un quelconque plan pour le faire. J'ai témoigné également. Je ne m'attendais pas à quel point il serait étrange de s'asseoir dans une salle d'audience lambrissée et de décrire à voix haute, en détail, exactement à quoi notre vie avait ressemblé pendant que cet argent se trouvait sur des comptes dont je ne connaissais même pas l'existence. Les courses sautées, le pliage des coupons, le thermostat baissé de 2 degrés. Tabitha m'avait prévenu que les détails seraient importants pour le juge, que les détails concrets ont plus de poids dans ces cas que les plaintes générales d'injustice, et elle avait raison. J'ai vu l'expression du juge changer de manière presque imperceptible au moment où j'ai décrit Yunia emballant son propre cadeau avec du ruban adhésif de sa trousse. Yunia, de son côté, avait ses propres questions tout au long de cette année, le genre de questions auxquelles j'ai répondu honnêtement sans accabler une enfant de 8 ans avec plus qu'elle n'avait besoin de porter. Je lui ai dit par bribes, adapté à son âge, que certains adultes avaient fait des choix qui n'étaient pas justes pour nous et que nous travaillions à y remédier, et que rien de tout cela n'était dû à quelque chose qu'elle avait fait. Elle l'a absorbé tranquillement, me surprenant parfois des mois plus tard avec une question qui me disait qu'elle y avait réfléchi tout ce temps. Il y a eu un après-midi, vers la fin du processus, où elle m'a demandé si je pensais que sa grand-mère et sa tante étaient désolées. Je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas et que cela importait moins qu'elle ne le pensait, car être désolé n'annule pas ce que quelqu'un a choisi de faire quand il pensait que personne ne regardait. Elle a hoché lentement la tête à cela, de la manière dont elle hoche la tête quand quelque chose se met en place pour elle de façon permanente. La décision du juge est tombée près de 14 mois après que j'ai ouvert pour la première fois cette boîte à chaussures sur mon bureau de cuisine. Le tribunal a trouvé des preuves claires d'un manquement à l'obligation fiduciaire de la part de ma mère en tant que fiduciaire et a ordonné la restitution intégrale de ma part de la fiducie plus les intérêts, calculés à partir de la date de chaque distribution indue. Cela s'élevait à un peu plus de 240 000 $ une fois les intérêts pris en compte. Le tribunal l'a également démise de ses fonctions de fiduciaire de la fiducie familiale et a renvoyé sa conduite au bureau de surveillance des successions pour un examen plus approfondi, étant donné la documentation claire de détournement de fonds répétés et délibérés sur plusieurs années. JIT a été tenu conjointement responsable d'une partie de la restitution étant donné que les fonds étaient allés directement sur des comptes qu'elle contrôlait. Son avocat a négocié un échéancier de paiement plutôt qu'une somme forfaitaire, mais l'obligation était juridiquement contraignante et le tribunal a conservé sa surveillance pour s'assurer qu'elle était honorée. Quelques mois après la décision, Tabitha m'a fait savoir que le bureau de surveillance des successions de l'État avait terminé son propre examen de la conduite de ma mère en tant que fiduciaire. Il lui a été formellement interdit de servir un jour comme fiduciaire ou administrateur dans toute affaire familiale ou successorale future, un détail qui semblait plus anodin sur le papier qu'en pratique. Pour ma mère, qui avait passé toute sa vie à cultiver l'apparence d'être la personne responsable et capable, c'était sa propre sorte de conséquence silencieuse et durable, qu'aucune excuse ne pouvait annuler. Je ne me suis pas sentie triomphante lorsque j'ai reçu l'appel de Tabitha m'annonçant que la décision avait été rendue. Je me sentais surtout épuisé, de cette fatigue particulière qui vient après avoir porté quelque chose de lourd pendant si longtemps qu'on oublie ce que c'est que de le poser. J'ai utilisé une partie de la restitution pour nous installer, Yunia et moi, dans une petite maison à nous. Rien d'extravagant, juste 3 chambres et un jardin assez grand pour le chien qu'elle demandait depuis ses 5 ans. J'ai mis de côté une part importante pour son éducation, exactement comme mon père l'avait prévu depuis le début. J'ai enfin fait réparer ma voiture correctement au lieu de la rafistoler une fois de plus. Je suis pas retourné chez ma mère pour une autre réunion de famille. Je n'ai pas accepté la seule tentative d'appel téléphonique de JIT, faite près d'1 an après la décision, dans laquelle elle aurait voulu passer à autre chose. Certains ponts, une fois que l'on comprend pleinement sur quoi ils ont été construits, ne valent pas la peine d'être retraversés. Le mois de décembre suivant, Yunia et moi avons passé le réveillon de Noël dans notre propre salon, dans notre propre maison, avec un sapin que nous avons décoré ensemble avec des ornements qu'elle avait fabriqués en cours d'art plastique. Il n'y avait pas de compétition de papier cadeau.
Il n'y avait pas de public pour lequel se produire. Je lui ai demandé ce soir-là si elle se souvenait du Noël avec la maquette d'avion. Elle a dit que oui. Elle a dit qu'elle y pensait parfois, en fait, mais que ce n'était plus la même sensation qu'avant quand elle y pensait maintenant. Quelle sensation ça te fait maintenant? Lui ai-je demandé. Elle y a réfléchi une seconde, comme elle le fait quand elle choisit ses mots avec soin. Comme si c'était arrivé à quelqu'un qui ne savait pas encore que les choses allaient s'améliorer, a-t-elle dit. Je pense encore à cette réponse plus que je ne le devrais probablement. De la bouche des enfants sort parfois la vérité la plus claire que les adultes mettent des années à atteindre. Nous avons construit des maquettes d'avions ensemble ce Noël-là. Juste nous deux. Pas de public. Pas de jugement sur le ruban adhésif ou le papier cadeau. Juste une mère et une fille dans une maison qui était enfin, entièrement, la nôtre. Il y a une dernière chose que je veux mentionner parce qu'elle m'a surprise plus que presque tout le reste dans cette histoire. Holdan, le fils de Jit, le garçon qui avait ouvert le cadeau de Yunia ce soir-là sans vraiment comprendre ce qui se passait autour de lui, a contacté Yunia lui-même des années plus tard. Une fois qu'il a été assez grand pour avoir reconstitué ce que sa mère et sa grand-mère avaient réellement fait. Il avait 13 ans à l'époque. Il lui a envoyé un message pour s'excuser d'avoir ri avec les autres ce Noël-là, même s'il n'avait que 6 ans et n'avait pas compris un mot de ce qui se disait. Yunia lui a dit qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il n'était qu'un enfant dans une pièce pleine d'adultes qui auraient dû mieux savoir. Ils se parlent encore parfois, tous les deux, de la manière prudente et séparée dont les enfants parviennent à construire des relations que leurs parents ont brisées. Il y a une différence entre la malchance et le choix de quelqu'un d'autre. Il m'a fallu des années pour l'apprendre. Alors, dites-moi, si votre propre famille avait choisi quelqu'un d'autre à votre place pendant des années, leur pardonneriez-vous ou partiriez-vous pour toujours?